tous. Je suis aujourd'hui avec Pierre Lecor. Merci beaucoup du temps que tu nous accordes, puisque tu es actuellement sur une grosse préparation. On en parlera juste après. Pierre, c'est un triathlète français professionnel, un des espoirs français pour la prochaine médaille aux Jeux Olympiques. Tu as un parcours extraordinaire avec un titre de champion du monde, plusieurs titres. Je crois que j'avais compté 22 podiums et 11 médailles d'or. Peut-être je me trompe. Oh, je sais pas exactement. Tu l'as plus en tête, mais voilà. Donc, je pense que le mieux, c'est peut-être toi de nous en dire plus aujourd'hui sur ce que sur ton parcours, en tout cas en tant que professionnel. Ouais, j'ai commencé déjà par la natation quand j'étais jeune. Ouais. Donc, dès l'âge de 7 ans, en fait, je me suis mis dans les bassins. Enfin, mes parents m'ont mis dans les bassins. Ok. Parce que c'était des nageurs ou non, mais on habitait sur le golfe du Morbihan. Okay. Donc, c'est sur une presqu'île. Et malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais j'ai eu une noyade en fait. Je savais pas. J'ai subi une noyade quand j'étais petit et du coup, voilà, on a décidé, voilà, que c'était important quand même que j'apprenne à... T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, je crois que j'avais j'étais tout petit, peut-être 5 ans, je sais pas exactement. D'accord. Ce qui s'est bien fini, évidemment, mais du coup, ça a mis un choc dans la famille. Pas forcément un choc, mais en tous les cas, on n'en reparle pas forcément, mais oui, après, c'est important quand même de savoir nager quand on habite proche de la mer. C'était dans une piscine, c'était à la mer. Ouais, c'était en mer, ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Et donc du coup derrière, papa et maman t'ont dit maintenant tu vas devoir maîtriser la natation, quoi. Ouais, exactement. Après, c'était aussi, voilà, c'était le but. Ma sœur, elle avait commencé la natation, donc ok. Rapidement, je me suis mis et j'ai suivi la trace de ma grande sœur, on va dire. Ok. Je suis rentré en sport-études dès la 6e jusqu'à la première, il me semble. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'elle a continué d'ailleurs ou elle est partie sur autre chose? Non, en fait, j'ai suivi un peu sa trace parce que elle a fait donc du coup elle également sport-études natation et ça a été la première de la famille à faire du triathlon. Ok. Du coup, pour la petite anecdote, elle a été championne de France pompier de triathlon. Wow. Bravo. Mais c'était la seule. C'est la seule pompière. Est-ce que ça compte vraiment ou pas? Ça elle a fini la course. Elle a fini la course. Exactement. Ok. Donc, et en fait, je suis allé la voir justement sur cette épreuve-là. Okay. Et donc, c'était assez rigolo. Et puis. Elle avait quel âge du coup? Je sais pas, elle avait 18 ans, 19 ans à peu près. Vous avez combien d'écart? 2 ans. Ok. 2 ans d'écart. Du coup, c'était cool. Et je me souviens, j'étais avec son petit ami au bord de la route et elle était sortie devant de l'eau. Mm-hmm. Et tu veux dire devant même des garçons, du coup, tu veux dire? Ouais. Dans les tout premiers, au mixte. Et on a attendu longtemps qu'elle revienne en vélo. Nous, on connaissait pas trop le triathlon à l'époque. Ouais. Et en fait, on voyait tout le monde revenir. Et là, on s'est dit, mais où est-ce qu'elle est? Elle revenait jamais. Et là, on voit l'ambulance partir. On s'est dit, c'est sûr, c'est pour elle. Et non, en fait, mais elle est arrivée dans les dernières. Elle a quand même gagné parce que c'était la seule féminine. Ok. Voilà, donc c'était assez incroyable. Elle a commencé effectivement à mettre la graine en moi, on va dire. Ouais. Et après, je suis parti aux États-Unis à ce moment-là, en fait, juste quelques mois après, où j'ai fait ma terminale. Mm-hmm. Et là-bas, en fait, j'en avais un peu ras-le-bas de la natation. Ça faisait quand même des années que je faisais que nager. Donc depuis les 5 ans jusqu'à tes 16-17 ans. Quoi. Exactement. Jusqu'à 17 ans, j'ai fait que nager. Et j'arrive aux États-Unis, je passe justement ma terminale là-bas. Mm-hmm. Et en fait, il n'y avait pas de natation au premier trimestre. Donc d'accord. Ça se passe par trimestre, en fait, à l'école là-bas. Et du coup, j'avais le choix entre la course à pied, donc c'était cross-country, ou football américain. Ok. Juste pour ceux qui connaissent pas, peut-être le cross-country, ça marche comment du coup? Le cross, c'est de la course à pied mais dans la nature. Ouais. Exactement. Parce que le trail, c'est plus extrême, du coup, c'est plus montagne, tout ça. Là, c'est vraiment juste dans des bois ou... Ouais, c'est ça. C'est des parcours assez vallonnés, mais pas trop sur de l'herbe, avec voilà, des petits obstacles. Donc, ok. J'avais déjà des bonnes références en natation. Je faisais des finales au championnat de France. Donc, mon niveau était quand même correct. Et puis, en fait, là-bas, la course à pied s'est révélée à moi, entre guillemets, puisque j'avais beaucoup plus de qualité que en natation. Donc, mon niveau à pied était plus fort.
Tu veux dire, naturellement, t'étais beaucoup plus fort qu'en natation. Ok, ouais, incroyable. Largement. Donc, après, voilà, c'est pour ça que des fois, c'est important de toucher un peu à tous les sports parce qu'on peut se révéler dans certaines disciplines, voilà, par le physique ou par des aptitudes, on va dire, innées. Okay. Et là, ça a été un peu plus le cas en course à pied qu'en natation. Ok. Ça se passe super bien, une des plus belles années de ma vie. Que dans mon lycée, j'avais toutes les infrastructures qu'il y avait, qui était possible d'avoir pour, on va dire, la natation, la course à pied. Donc c'était juste fou. Et puis également surtout l'approche psychologique des Américains. D'accord. Donc hyper positif dans la démarche, tu vois, de performance. Ok. Et en fait, voilà, rien n'est impossible. Tu peux y arriver. D'accord. Tu te donnes des objectifs. C'est pas injouable comme en France où beaucoup de gens vont te dire ah non, c'est compliqué. Franchement, fais pas ça. Tu vas voilà, tu vas tomber. Tu vas te casser les dents. N'y va pas. Tu vas perdre ton temps, quoi. Exactement. Là-bas, tout le monde t'encourage. C'est incroyable. T'as une idée, vas-y, fonce. C'est pour ça qu'ils sont peut-être en avance sur l'entrepreneuriat et ce genre de choses. Ils ont cet esprit de je tente quoi qu'il arrive. Mais c'est sûr, c'est certain. C'est-à-dire qu'en fait, l'échec pour eux, c'est pas quelque chose de péjoratif. Ouais. C'est même bienvenue dans une dans une recherche justement de performance. Il faut échouer pour pouvoir avancer. En France, l'échec, c'est fini. Un échec, on a l'impression que c'est foutu, mais non, mais en fait, on est obligé d'échouer. Ouais. Les coachs que j'ai eus, ils ont tous été incroyables, notamment en course à pied où c'était une dynamique un peu différente de ce que j'avais connu dans le sport en France. Ouais, ok. Et puis l'effet de groupe également. Voilà, on était 40, une quarantaine à chaque séance. Okay. Donc cette dynamique, elle était juste incroyable, on rigolait vraiment. Et puis il y avait quelque chose qui nous poussait et c'était bienveillant, c'était cool. Vraiment, j'ai adoré. Ouais, retour en France, donc je passe le bac américain sans problème. Et là, il faut que je passe le bac français parce que il y a pas de transfert en fait entre les deux bacs. Ah d'accord. Et là, je me dis putain, tous mes copains ils sont partis en université. Je me retrouve avec les premières les gens qui étaient plus jeunes que moi de mon lycée. Non, je peux pas. Donc, en fait, mon père a fait les démarches pour que j'intègre le pôle France triathlon. D'accord. Parce qu'en fait, du coup, il y avait cette expérience via ma sœur, où j'ai pu voir que le triathlon c'était assez fun, que ça me plaisait beaucoup. Tout est vraiment différent, et j'avais vraiment envie de m'y mettre. Et ça a conforté le fait que je voulais vraiment y aller en faisant natation et course à pied aux États-Unis et en découvrant que j'avais des aptitudes assez naturelles en course à pied. Okay. Donc là, en fait, mon père, il a envoyé des chronos que j'avais fait en natation et en course à pied et j'ai été pris au Pôle France. J'ai passé ma terminale, du coup, j'ai été pris au Pôle France, j'ai passé ma terminale scientifique au lycée Mermoz à Montpellier. Ouais, ok. Et du coup, je m'entraînais à côté et rapidement, en fait, je me suis mis au triathlon, j'ai été bien accompagné. Et au bout de mon deuxième triathlon, j'étais champion de France junior. Waouh. Donc direct, ça m'a lancé. Bravo, félicitations. Le triathlon, c'est un sport totalement différent. Parce que effectivement, il y a deux sports que je connaissais. Et je devais apprendre un troisième sport qui est pas des moindres. Hein, c'est le vélo, notamment avec les circuits qu'on a en triathlon qui sont assez techniques. Il y avait un gros travail à faire. Mais c'est également l'enchaînement des épreuves. Et ça, c'est totalement différent, parce que courir après avoir fait de la natation et du vélo, c'est pas la même ambiance. Je peux te dire, c'est différent. Enfin, tu connais un petit peu, mais c'est pas pareil. Donc. Est-ce qu'il y a eu des obstacles particuliers pendant justement cette transition et ce passage justement sur le triathlon? Il y a eu pas mal d'obstacles finalement, tu vois, mais comme je restais vraiment concentré sur le moment présent, les obstacles, ils se présentent devant toi, tu les franchis. Et ce qui est très difficile, c'est de commencer une discipline et de se dire je veux être champion olympique ou je veux l'être. Et là, en fait, de suite, tu vois tous les obstacles qui va se mettre sur ton passage. Et là, ça devient vraiment lourd à porter. Ouais, bah oui. Et le fait que j'ai pris les choses au fur et à mesure, année par année,
finalement, les obstacles, tu les passes, en fait. Ouais. Tu les passes naturellement, et oui, il y en a eu, mais ça s'est plutôt bien passé, sans pression, ça passe. Ok. Ouais, donc du coup, dès la première année, je fais mon premier triathlon, c'était un triathlon régional, toute catégorie, donc je fais 2e au sprint. Ok. Le 2e triathlon, c'était du coup les championnats de France. Donc là, je remporte Incroyable le quand même. titre. Donc là, c'était assez incroyable. Après, voilà, c'était l'objectif de l'année. Ça faisait quand même un moment que je m'entraînais pour ça. Je connaissais un peu les références qu'il fallait que je fasse par discipline pour y arriver. Donc je savais quand même que j'étais sur la bonne voie. Le 3e triathlon, c'était les championnats d'Europe. Donc je me qualifie aux championnats d'Europe avec mon titre de champion de France. À peine le 3e, je fais 19e au championnat d'Europe junior. Et le 5e, c'était le championnat du monde junior où je fais 15e. Donc rapidement, voilà, je rentre dans le grand bain en fait. Non, ça s'est bien passé, franchement, ça a été très très cool. Voilà, encore une fois, hein, je me mettais pas de pression, c'était, j'essayais de profiter au maximum en fait des opportunités que j'avais, des voyages qu'on me proposait, parce que le triathlon, ça reste quand même des belles destinations sur la plage, enfin au bord de mer ou proche des lacs, donc ça c'était incroyable. Ouais. Bah, les meilleurs moments, finalement, c'est souvent les débuts, en fait. Ok. Donc, c'est les découvertes, et notamment, bah voilà, le fait d'être champion de France junior. Ça t'a fortement marqué ça, du coup. Ouais, ça a marqué mon parcours, parce que bah, je m'y attendais, mais pas vraiment. Et puis, bah, sans ça, j'aurais pas forcément eu le parcours que j'ai eu après. Et puis, bah, du coup, rapidement, t'as les sponsors qui arrivent, etc. Donc, en fait, tu rentres dans une dynamique de haut niveau grâce à ses premières performances. D'accord. C'est ça qui a été fondateur pour moi. Bah, il y a beaucoup de moments de doute, hein, en triathlon. De toute façon, c'est un sport qui te rend humble. Ok. C'est ce que j'aime à dire, parce que tu peux pas être au top tout le temps. C'est une épreuve très très difficile, et notamment l'entraînement, qui est pour moi, de ce que j'ai pu voir, notamment en côtoyant pas mal de sportifs de haut niveau, ça reste le sport le plus difficile d'endurance. On s'entraîne entre 30 et 40 heures semaine. Enfin, moi, à l'époque, je faisais beaucoup d'heures. C'est assez éprouvant, t'es régulièrement fatigué. Ouais. C'est cette voilà, fatigue physiologique, en fait, et mentale après, qui s'accumule au fur et à mesure de la préparation. Et ça, c'est dur à vivre. Ouais. Donc, tu passes ta vie à t'entraîner presque. Bah, ça fait 15 ans. Ouais. Ça fait 15 ans que je fais que ça. C'est exactement ça. Je passe ma vie à m'entraîner. Ouais. Bah, c'est très difficile, en fait, de pouvoir faire autre chose que s'entraîner. Bah, oui. C'est-à-dire que les compétitions, c'est la cerise sur le gâteau. On est reposé, ça se passe bien, on voyage, on rencontre les gens, on est de bonne humeur parce qu'on a de l'énergie. Les périodes les plus difficiles, ça reste vraiment les périodes hivernales où là, c'est beaucoup de travail, et les gens se rendent pas compte. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font du triathlon amateur. Voilà, ils font 10-15 heures de sport par semaine. Ce qui est déjà exigeant quand même. Ce qui est exigeant, mais les amateurs. Mais quand tu rentres dans 30-35 heures, c'est une autre dimension. Ouais, bien sûr. Ouais. En termes de fatigue physique, tout ça. Ouais, exactement. Et c'est ça, plus, je dirais, qui est assez difficile pour nous. Ouais. Ce que j'ai bien aimé, ça a été, enfin, ce que j'aime toujours, hein, c'est les rencontres que j'ai pu faire. Et puis même c'est de m'entraîner énormément. Ouais, finalement, mine de rien, tu aimes bien t'entraîner énormément, du coup. Bah ouais, en fait, on devient addict à ça. C'est quelque chose qui est, ouais, tu as envie de remplir ton carnet, t'as envie tu rentres dans une dynamique, voilà, de staccanoviste, on va dire. Tout ça fait que c'est dur, mais à la fois, quand t'es dedans, voilà, t'aimes y être. C'est un sport qui fait que évoluer. Ouais. C'est un sport assez récent, hein. Par exemple, ça a été admis aux Jeux Olympiques en 2000. Ah, je savais pas que c'est si récent, d'accord. Ouais. Pareil, en termes de licenciés en France, ça fait que augmenter. Et ça devient de plus en plus populaire. Ouais, quand j'ai commencé le triathlon, on me disait c'est quoi les épreuves. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout le monde sait plus ou moins ce que c'est que le triathlon. En parlant justement un peu voyage et tout, il y a une thématique qui ressort beaucoup en ce moment, c'est l'impact carbone, climatique, etc.
je sais que les athlètes professionnels, on n'aime pas trop voyager, tu vois. En fait, sur le triathlon international, donc c'est vraiment le court de distance, le programme annuel, il est pas top. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de voyages, des allers-retours, des décalages horaires. Tu vois, nous, ce qu'on aimerait en tant qu'athlète, c'est que tu commences sur un continent, en première partie, deuxième partie, tu as un autre continent, et troisième partie, tu finis sur un autre continent. Ouais, bien sûr. Là, des fois, souvent, on fait des allers-retours, tu vois, ça passe d'un continent à un autre, on doit retourner sur le premier continent. Enfin bref, c'est un chantier, donc du coup, c'est en termes d'impact carbone, Ça pourrait c'est être pas optimisé, ouais, ça pourrait être. c'est pas optimisé. Après, le triathlon, ça reste un sport nature où voilà, on nage en mer, dans des lacs, dans des rivières. Donc c'est hyper important que ce soit propre pour nous. Et voilà, on est tout le temps dehors, donc on est les premiers impactés en fait par le réchauffement climatique. Et par exemple à Tokyo, les températures elles étaient C'était extrême, apparemment. extrêmes et ça risque d'être de plus en plus le cas, donc c'est pas agréable quoi. Ok. Ouais, le réchauffement climatique quand même, ça l'est. Ah, c'est une vraie préoccupation pour toi aujourd'hui? Ouais, quand même, parce qu'on y pense, hein. De toute façon, de plus en plus, on en parle, donc on se sent concerné. Effectivement, comme nous, on a un impact carbone qui est hyper élevé par les déplacements. Oui, forcément. On se sent un peu coupable. Et puis en plus, on le voit, tu vois, genre la pollution à Montpellier, depuis que je suis arrivé, ça fait 15 ans, on le subit tous les jours. Ouais, bah oui. Là, on va courir le soir, on ressent la pollution, c'est infernal, quoi. Mais enfin, ça reste quand même un sport pour moi qui va dans le sens de l'écologie, parce que voilà, on fait de la locomotion manuelle, motrice, on va dire. Ouais, complètement. C'est sûr que c'est pas un sport automobile, quoi. Ouais, exactement. Déjà, à court terme, ça serait d'être champion olympique. Forcément. Ça, c'est un rêve très ambitieux qui se construit, que j'ai jamais vraiment eu, on va dire. Mais depuis l'an passé, je commence à fortement y penser. Et je me dis que c'est jouable. Mais ça fait pas non plus 20 ans que j'y pense, quoi. Okay. C'est-à-dire que ça a toujours été un rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Mais d'être champion olympique, voilà, voilà, j'y ai déjà pensé, mais c'est un rêve qui n'était pas forcément hyper ancré en moi. Et là, ça devient de plus en plus parce que je sens que j'en suis capable. Ok. Pas grand-chose finalement, tu vois. Ok. J'essaie de... C'est plus de la confiance que j'ai au fur et à mesure des courses au final. Ouais, c'est au fur et à mesure. J'essaie d'ancrer dans mon présent, de faire ce que je dois faire pour être le meilleur de moi-même. Et en fait, cette meilleure version de moi-même, elle va arriver peut-être à être championne olympique. Et je sens que j'en suis pas loin actuellement, mais c'est vraiment des étape par étape, jour après jour. On réinvente pas la roue, en fait. Il n'y a pas de magie. Dans le triathlon, il n'y a pas de magie dans la performance. Oui, tu es régulier, c'est régulier. Il faut être là jour après jour, être toujours concentré. J'aime bien dire, voilà, just show up, en fait. Ok. C'est ça le plus important, c'est la régularité que tu vas mettre dans l'entraînement. Et pareil, on ne devient pas un champion olympique en se disant, tiens, je vais faire ça, je vais le devenir. Non, en fait, il y a un process qui est hyper long. Ça met des années. Et en fait, c'est la patience qui est prédominant, en fait, dans notre discipline. Rio, j'étais assez jeune dans ma pratique, parce que c'était en 2016, à peine 7 ans que je pratiquais le triathlon. Ok. C'est déjà pas mal en 7 ans aller au JO. Ouais, parce qu'en plus il y a tout le processus de qualification, etc. Ouais. Donc, mais j'étais pas prêt pour performer. J'avais les compétences physiologiques forcément, mais il n'y a pas que ça en triathlon. Il y a tout l'aspect psychologique, tactique, qui était pas encore prêt. Qu'est-ce que tu entends par tactique dans le triathlon? Ça peut être tactique dans l'entraînement, ça peut être quel type de travail je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais privilégier comme sport, qu'est-ce qui va être important de mettre en place pour pouvoir être dans l'échappée par exemple,
quels sont les points qui vont faire que je vais pas rater la bonne échappée, je vais pas rater la bonne dynamique de course. Et des fois, ça se joue à des détails. C'est-à-dire qu'on peut être bon physiologiquement, C'était pas au bon endroit au bon moment. mais en fait, voilà. Et ça, il faut, il y a pas de, enfin voilà, il y a pas de secret. Il faut se le créer, il faut le préparer. Ok. Et c'est plus là-dessus, sur des détails un peu, voilà, stratégiques et tactiques où j'étais pas prêt. Et après, ça a été une déception parce que 25e, il me semble, et je prends une chute en vélo. En fait, il y a une grosse chute dans le peloton. Ouais, dans le peloton. Il restait 2 tours et ça m'a sorti de la course. Bon, après, ça t'a permis d'avoir l'expérience des JO et devenir plus fort aujourd'hui. Ouais, effectivement. Après, c'est toujours vraiment une expérience de fou de participer aux Jeux Olympiques. Du coup, ça a été un peu ma quête, notamment de vouloir participer à Tokyo. Ouais. Là, j'avais le niveau. Là, j'étais fort. Je pense que j'aurais pu faire une très belle performance. Sauf que, pour le coup, ça a plus été un choix de la fédération de pas me prendre. Parce qu'en fait, en France, on a une grosse densité. On est 4 athlètes. Ouais, 4 top athlètes qui sont dans le top 10 mondial, même top 5 en vrai. Vous êtes, là, je crois que cette année, vous êtes. Là, on est 3 dans le top 6. Ouais. Parce que moi, je fais 6e, mais avec une course en moins. Voilà. Donc, quasiment, franchement, on est peut-être, 3 dans le top 4. Et puis, il y a un 4e, Vincent Louis, qui était blessé malheureusement cette saison. Mais voilà, il fait partie du top 5 mondial également. Ouais. Donc, en fait... très compétitif en France, du coup, le triathlon. Exactement. À ce niveau-là, en tout cas. Ouais, plus haut niveau mondial, même dans toutes les distances, parce que nous, on fait du court distance, mais en longue distance, et la France est également au plus haut niveau actuellement. Juste par curiosité, tu saurais l'expliquer, ou toi qui le vis de l'intérieur ou... C'est beaucoup grâce aux clubs, aux associations qui sont vraiment hyper impliquées dans le triathlon. Notamment, on a un Grand Prix français, c'est une sorte de Ligue 1 du triathlon. D'accord. Et ça a vraiment permis de faire éclore des talents. Et puis également d'être bien soutenu financièrement, parce qu'en fait, il y a pas mal d'athlètes, de triathlètes qui peuvent vivre du triathlon en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les sports. Je pense qu'en fait, le triathlète vit mieux que les nageurs ou les athlètes. Ok. Et ça, c'est forcément, c'est un point en moins dans la préparation, et puis ça permet d'avoir beaucoup de densité en fait. Dans mon club de natation, il y avait un nageur qui s'appelait Hugo Viard. Ok. Qui m'a... Tu en veux? Allez. Donc c'était un nageur qui a fait les Jeux Olympiques de natation sur le relais 4x100 nage libre. Okay. Et il était dans mon club de natation quand j'étais jeune. Donc, ça a été vraiment une inspiration parce que c'était la première personne que je voyais qui participait aux Jeux Olympiques. Okay. Et donc du coup, je me souviens en pleine nuit, je m'étais levé pour regarder sa course. Ouais. Du coup, j'ai pu voir sa course et en fait, tout est possible. Et souvent, il faut toujours un modèle. Tu vois, dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui va casser un peu les codes. Tu vois, ouais, qui va faire différemment, quoi. Exactement. En fait, il faut pas se donner de limites et quoi qu'on se fixe comme objectif, c'est réalisable. Mais par contre, ça va prendre du temps. Il faut mettre les moyens et il faut pas lâcher en cours de route, ça c'est sûr. Tout est réalisable. Après, c'est aussi un choix qu'il faut faire dans le sens où moi je ne deviendrai jamais basketteur professionnel parce que je suis petit. Ouais, faut aussi jouer avec ta physiologie. Exactement, avec ses qualités, ouais. De rejoindre un club, c'est pas mal, hein, franchement, d'avoir des copains pour faire du triathlon. Même si on dit on fait du triathlon et on joue pas au triathlon, mais tu vois, comme le foot, oui, c'est pas vraiment un jeu, mais ça peut le devenir si on est bien accompagné. C'est trouver du fun justement dans la discipline. Du coup, c'est de s'amuser et le meilleur moyen de s'amuser, c'est d'avoir des potes pour partager notre passion, quoi. Ok. Quand je fais par exemple des contre-perfs, ce que j'aime bien, et c'est un peu mon côté sadomaso, c'est de rester 2-3 jours dans le trou. T'as le moral en berne, t'es pas motivé, tu considères comme un moins que rien, et j'aime bien y rester.
tu vois, dans cette sensation. Tu vois, vraiment appuyer là où ça fait mal. Okay. Et me dire, ok, souviens-toi de ça. Et je reste 2-3 jours là-dedans, et au bout du 3e jour, j'essaie d'en sortir. Maintenant, c'est bon, c'est fini, tu t'es apitoyé sur ton sort. Vas-y. Tourne la page, quoi. Tourne la page. Mais j'aime bien rester pendant 2-3 jours. C'est assez long, hein. Broyer du noir, etc. Mais après, voilà, il faut vite en sortir. Mais j'aime bien, voilà, tu vois, accentuer sur ça et m'en rappeler. Parce que c'est ça qui va faire que je vais être motivé après à l'entraînement pour pouvoir me surpasser, pour pouvoir aller m'entraîner quand j'ai pas envie d'y aller, de me rappeler de ce moment-là, en fait. Okay. Ouais, souviens-toi, en fait, t'étais dans le trou, et t'as pas envie d'y retourner. Je pense que je suis assez perfectionniste de vouloir toujours bien faire, et de toujours essayer de tirer le meilleur de moi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais du sport de haut niveau. Arriver à la meilleure version de moi-même. Et c'est ce que j'aime. C'est, voilà, créer tout l'environnement autour de moi pour en tirer le meilleur, quoi. Okay. Et non, je pense que c'est naturel, en fait, hein. Okay. Ça me fait juste du bien. Mais après, je ne le recommanderais pas forcément à ouais, ça dépend des gens, voilà. Exactement, ouais. Bah, ils ont un rôle hyper important. Ils me soutiennent énormément dans ce que je fais, mais ils sont pas non plus omniprésents. C'est-à-dire que ils m'ont jamais forcé à faire du triathlon ou faire de la natation. Ça a toujours été mes choix. Okay. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et je pense que c'est hyper important pour justement que si tu veux arriver dans quelque chose, il faut que ça vienne de ta propre volonté. Sinon, à la moindre justement défaillance ou au moindre obstacle, tu vas lâcher. Et ils ont toujours été là pour moi et ils le sont encore et ils sont hyper bienveillants dans mes choix de carrière. Ouais, c'est important d'être soutenu par les sponsors et t'as plusieurs types de sponsoring. Mais ouais, sans ça, l'athlète ne pourrait pas performer. T'as un soutien logistique, t'as un soutien matériel et puis t'as le soutien financier et t'as également le soutien psychologique. C'est-à-dire que quand tu sais que t'as des personnes qui croient en ton projet et qui croient en toi, ça te donne une extra motivation pour aller t'entraîner, voilà, c'est vraiment ton métier. T'as plus le choix et puis voilà, tu sais que il y a des attentes et moi j'aime ça et j'aime bien être soutenu et par des gens que j'aime, tu vois. Et souvent d'ailleurs il y a des liens qui se créent au fur et à mesure des années, donc ça c'est vraiment super et ça m'a permis de faire des belles rencontres. Chaque journée est un peu différente, donc, mais il y a la journée type ça reste quand même de se lever assez tôt. Ouais, pour pouvoir nager. Tu lèves à quelle heure, par curiosité? 6h du matin, à peu près. Donc, en fait, on n'a pas le choix, parce que déjà, de 1, les piscines sont accessibles le matin tôt, pour les athlètes. Parce qu'après, c'est public ou les lycées, collèges, voire universités. Ça permet également d'avoir des temps de récupération pour les entraînements d'après. Parce que, voilà, en triathlon, on a 3 sports. Ouais. Et il faut s'entraîner dans les 3 sports. Je m'entraîne entre 3 et 4 fois par jour, et il faut ces temps de récup. Il faut commencer tôt pour écarter, on va dire, la journée le plus possible. Et quand tu t'entraînes pas, tu fais quoi généralement? Quand je m'entraîne pas, souvent j'essaie de caler quand même une sieste par jour. Genre une sieste power nap ou une vraie sieste? 30 minutes, 20-30 minutes, c'est l'idéal pour moi. Okay. De temps en temps, ça m'arrive de dépasser l'heure, mais c'est très rare, donc d'avoir un cycle de sommeil. Mais j'essaie quand même d'avoir la power nap, parce que j'ai pas le temps en fait. Entre l'entraînement, les mails, tout l'à côté également. En plus, j'ai repris des études dernièrement, donc ça fait vraiment des journées. Ok. La chance que j'ai, c'est quand même d'avoir des potes qui s'entraînent en triathlon, donc du coup, on se voit tous les jours. Je suis accompagné à l'entraînement par pas mal de monde. Donc là, pour le coup, socialement, on voit des gens, et puis quand on est en vélo, en course à pied, contrairement à la natation, on peut discuter quand on n'est pas sur des séances. Et donc du coup, ça c'est cool. Et après le soir, j'essaie quand même forcément de sortir de temps en temps, d'aller dans un bar ou manger au restaurant pour pouvoir profiter quand même de ma vie sociale. On est tous les deux triathlètes professionnels, donc en fait, on vit la même chose. Et ça, c'est important. Je pense que c'est compliqué pour une personne qui vient pas du milieu de comprendre tous les sacrifices qu'il y a. Parce que c'est une vie à part, en fait.
c'est un peu une vie d'asset dans un quotidien normal, on va dire. Donc c'est très spécial. Mais non, ça se passe super bien. Après, effectivement, des fois, on a hâte que notre carrière se termine pour pouvoir justement profiter des week-ends, aller voir des concerts plus régulièrement, aller voir notre famille, parce que ça également, ça pèse. Moi, je rentre chez moi en Bretagne 3 fois dans l'année, grand maximum, parce que j'ai pas le temps. Soit je suis en stage, soit je suis en pleine préparation, en compétition, ou enfin voilà, c'est H24. Pendant 3 ans, par exemple, je me suis pas reposé une seule journée. Ah ouais, tous les jours entraînement. Tous les jours entraînement pendant 3 ans. Wow. Je m'entraînais avec l'entraîneur qui était basé en Suisse, donc c'est lui qui imposait l'entraînement au quotidien et sans vacances. Mais ça m'allait bien, parce que j'étais dans une démarche de progression, et puis à ce moment-là, c'était très bien, c'est ce qu'il me fallait. Faut pas forcément le faire tous les ans, sur une courte période comme ça, enfin sur 2-3 années, ça passe. Après, forcément, des fois, il faut mettre son corps un peu en jachère, le laisser se reposer, faire autre chose, pour pouvoir justement que les performances s'améliorent sans forcément d'entraînement. Ça dépend, enfin, franchement, c'est individuel, et puis ça dépend de la période. Là, je me suis pris vraiment 2 semaines de coupure où j'ai pu vraiment profiter, partir un petit peu sur la côte ouest, donc c'était vraiment cool. L'essentiel, en fait, quand tu fais du sport de haut niveau, c'est l'entraînement, la récupération. La récupération, c'est aussi important que l'entraînement, parce que tu t'entraînes, c'est pour créer un stimuli au niveau du corps, et après il faut pouvoir récupérer le plus vite possible, mais également le mieux possible. Et du coup, bah voilà, il faut mettre en place des choses. Du coup, c'est l'alimentation, des compléments alimentaires, des massages, des étirements, etc. Et ça va permettre, bah voilà, d'optimiser entre chaque entraînement, parce que c'est pas que l'entraînement. S'il y avait que l'entraînement, je m'entraînerais 15 heures par jour. Enfin, peut-être pas, voilà, mais c'est l'image. Mais en fait, si je m'entraînais 15 heures par jour, je serais pas forcément plus fort que ce que je suis aujourd'hui. Chaque entraînement, il doit être vraiment bien ciblé, et la récupération avec. Même au contraire, peut-être tu te blesserais ou quelque chose comme ça, du coup. Oui, effectivement. Okay. Mais par exemple, les gens qui font des traversées, à vélo notamment, tu vois, qui traversent des continents, donc qui roulent quasiment 8 à 10 heures par jour. Mais pourtant, tu les mets sur une course vélo en sortie d'expédition, ils seraient nuls. Mais voilà, par contre, ils ont une endurance lente qui est performante, mais à haut niveau, ils pourraient pas. Et nous, du coup, on travaille vraiment des zones hyper spécifiques où il faut vraiment des gros temps de récupération. Et pour optimiser ces temps de récupération et passer à l'entraînement suivant, bah il y a des moyens, il y a des techniques. Pendant un moment, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais hyper cadré, hyper ordonné en termes d'entraînement et de suivi d'entraînement. C'est-à-dire que c'était la NASA, quoi. J'avais tous les entraînements, tous les capteurs, puissance, cardio, etc. C'était à l'époque, avant que vraiment ça devienne la mode. Prise de lactate, etc. Enfin bref, la totale. Et ça me prenait en fait plus de temps et c'était pas forcément optimal pour moi. Je me concentrais presque sur les 20% et j'en oubliais les 80 qui étaient essentiels. Ouais, d'accord. Ouais. Et les 20% me prenaient 80% du temps. Donc c'était bête. Et aujourd'hui, je suis revenu vraiment à quelque chose de beaucoup plus simple. Donc plus à m'écouter, à être dans la sensation. Et c'est là où, en fait, j'ai repris un peu la technique d'entraînement du coach en Suisse, qui était vraiment basée là-dessus, sur le ressenti, sur le bien-être, sur pouvoir s'écouter, faire l'entraînement du jour en fonction de ses sensations du jour. D'accord, ok. J'ai un squelette de semaine qui s'articule pareil toutes les semaines. Donc, je sais à quelle heure j'ai entraînement, quel type d'entraînement. Après la séance, je sais où je vais par type d'entraînement. Mais effectivement, ça m'arrive de changer à 1 heure de l'entraînement, voire même pendant la séance. Et j'en ai et du coup, ça me pose aucun problème, puisque je suis à l'écoute de mes sensations. Comme avant, par exemple, j'écrivais mes entraînements, tout était hyper cadré. Je savais à la seconde près quel temps je devais faire, par exemple, au kilomètre en course à pied. Et si je dérogeais de ça, bah
c'était la catastrophe. Ouais, ok, ouais. Maintenant, c'est plus le cas. Et en fait, je suis plus dans l'adaptabilité de l'entraînement et de mes sensations. Et franchement, c'est un game changer, quoi. J'utilise plus le cardio-fréquence-mètre. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est quand même un truc très utilisé pour le coup dans le milieu. Donc, ouais, c'est très utilisé, mais j'en ai plus forcément le besoin. Je me connais très bien, et puis en course, je l'ai pas. Donc en fait, voilà, je suis sur mes propres sensations. Après, ça dépend de ce que tu fais en fait. En courte distance, il y en a moins besoin. Par exemple, si je faisais du longue distance, peut-être que je prendrais un peu plus de repères là-dessus. Ok. Mais là, franchement, non, tout va bien sans. C'est hyper compliqué de préprogrammer une séance. Enfin, je le ferais parce que, enfin, je pourrais me permettre de le faire parce que je me connais bien et que j'optimise mes performances. Mais par exemple, pour des gens qui travaillent à côté, caler vraiment des allures hyper spécifiques, non, je le ferais pas. Je mettrais des zones à la limite de travail, assez larges. Mais par contre, il y a tellement de choses qui se passent à côté et qui peuvent influencer sur la performance de l'entraînement. C'est un stress supplémentaire que de se dire, il faut que je fasse ça. Non, l'entraînement, ça doit rester un plaisir. Progresser, c'est pas forcément le faire dans la difficulté ou dans l'hyper difficulté. Tu peux progresser en étant sur des zones confortables. Et d'ailleurs, souvent, ça doit être le cas parce que ça va te permettre de récupérer plus vite. Et on a tendance souvent à trop forcer à l'entraînement. Et du coup, on arrive justement sur des blessures ou du surentraînement et même pour les personnes qui travaillent, qui s'entraînent que 15 heures, plus tendance à arriver dans le surentraînement, dans les blessures, que des personnes comme moi qui s'entraînent 35 heures parce que voilà, on optimise la récupération entre chaque entraînement, on se connaît un peu mieux et voilà, donc non, c'est de la chimie qu'il faut avoir. Le volume va te permettre d'éviter de te blesser déjà, parce que tu vas être sur des allures très basses, donc tu vas pouvoir renforcer tes tendons, tes muscles, ton squelette. Et après, c'est ce qu'on appelle l'entraînement polarisé, donc ça a fait ses preuves, forcément. Donc tu passes 80% du temps sur des allures d'aérobie et 20% du temps sur des allures anaérobie, on va dire. Et ouais, effectivement, les Kenyans, eux, ils sont beaucoup dans la sensation et dans ce travail-là de polarisation. Ça a fait ses preuves dans plusieurs disciplines d'endurance et sur plusieurs générations. Après, il y a d'autres techniques d'entraînement qui sont hyper intéressantes également. Il n'y a pas que ça. Mais effectivement, on passe énormément de temps à des basses allures, et notamment, surtout en course à pied, parce que c'est très traumatisant. Après, voilà, ça dépend des disciplines. Effectivement, l'entraînement intensif comme ça peut baisser ta libido, surtout notamment sur les périodes hivernales. Mais par contre, lorsque tu arrives sur une période d'affûtage, à contrario, ta libido, elle augmente encore plus. Il y a un peu un mythe aussi du sexe avant course, faut pas y aller, faut le faire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu sais pas, t'as une vision là-dessus ou tu t'es jamais posé la question? Alors, on va dire, c'est pas recommandé pour les hommes et ça l'est plus pour les femmes. Ah bon? Souvent, ouais. Ah oui? Pourquoi? Parce que l'homme est plus actif lors de l'acte sexuel. D'accord. Et les femmes le sont un peu moins. Et puis, notamment en termes de testostérone et d'œstrogène. Après, sur un effort d'endurance, clairement, ça va. C'est plus sur des efforts explosifs où c'est surtout une légende. Ouais, ok. Pendant longtemps, j'ai rien utilisé. Ok. Je prenais 0 complément. Même, je m'entraînais à l'eau. Je mettais même pas de poudre énergétique dans mes bidons. Et pourquoi? Banane. Parce que, je sais pas, j'avais cette philosophie de pureté, quoi. De pureté, ouais. Je fais ça totalement naturellement. Et puis, notamment pour pas avoir de contraintes, quoi. Donc voilà, j'ai acheté mes bananes, de l'eau, terminé, quoi. Ça partait. À la limite, je mettais du sirop dans l'eau. Et forcément, voilà, maintenant tout le monde est à fond dans les compléments alimentaires, dans cette approche qui devient de plus en plus scientifique, on va dire, dans la performance. Donc je m'y suis, mais très légèrement. Je prends magnésium, vitamine D, vitamine A, vitamine C, les basiques, quoi. Okay. Mais voilà, par cure ou de temps en temps. Mais franchement, clairement, ça change rien parce que je fais régulièrement des prises de sang depuis des années.
Et j'ai jamais été carencé et je le suis toujours pas et ça a pas forcément augmenté, mais après c'est pas un grand virage, hein, parce que Ouais. je prends rien par rapport à certains. Là, Ok, moi, ouais. c'est vraiment minime, hein, parce que c'est 2 gélules de temps en temps, notamment l'hiver où voilà, la vitamine D t'en as un peu moins. Ouais, oui. Donc, Après, c'est vrai qu'on est dans le sud, mais quand même. ouais. Donc je vais être un peu plus précautionneux là-dessus, mais je suis loin de ce que peuvent faire certains athlètes. Non, bah franchement, je touche du doigt parce que j'ai rarement été blessé, Tant mieux, bravo. notamment des grosses blessures. C'est que la blessure est souvent liée à l'entraînement et à la charge d'entraînement. C'est pas forcément ce que tu vas faire, c'est plus comment tu vas amener l'entraînement. C'est là où tu vas te blesser. C'est-à-dire que l'entraînement doit être hyper progressif et c'est souvent dans cette phase d'ascension et de progressivité que si tu le fais mal, c'est là où tu te blesses. Ouais. Une fois que tu es sur le plateau, en fait, là, actuellement j'y suis, dans mon entraînement, je cours une centaine de kilomètres à pied, je roule 400-500 kilomètres, je nage 25. Franchement, maintenant, je suis arrivé au stade où je crains plus rien. Par contre, la phase avant, ou de reprise d'entraînement, c'est la plus délicate à gérer, et c'est généralement là où on se blesse, en fait. Notamment les personnes qui font peu de sport et qui voilà s'y mettent tout feu tout flamme et qui n'ont pas fait ces protocoles de progressivité, et ben c'est là où ils se blessent en fait. Et souvent je vois des personnes, ça fait 1 an ou 2 qu'ils n'ont pas couru, ils reprennent par des footings de 1 heure, ils se rendent pas compte, mais en fait c'est déjà énorme. Ton corps il est plus habitué, il faut le réhabituer en fait. Et ça prend du temps et ça passe que par la progressivité et la récupération entre chaque entraînement. Non, je mange bien. Je mange de tout. J'aime beaucoup les crudités, les fruits, légumes. J'essaie de manger le moins transformé possible. Ça, c'est important, même si c'est de plus en plus compliqué. Parce que il y a aussi voilà cette facilité d'après entraînement où des fois t'as pas forcément envie de cuisiner et du coup tu vas te commander un truc à emporter ou à livrer ou même déjà fait dans le supermarché, quoi. Mon péché mignon, ça va être le chocolat. Pas de pot de chocolat, mais chocolat Kinder hyper sucré, l'enfer, l'enfer. Ça c'est vraiment pas bon. Ça te fait monter, ça me fait des pics d'hyperglycémie. Des fois j'ai des actes de boulimie presque, quoi. Non, c'est pas bon. Bah, on essaie généralement le repas classique, c'est riz poulet, hein, et puis on évite les fibres, pour garder l'estomac le plus sain possible, et pour pas avoir voilà de problèmes. Mais c'est quand même de rester sur une alimentation classique finalement, parce que le corps s'habitue à tout. Donc rester sur ce qu'on sait faire, et ça va très bien. J'ai jamais été fan d'alcool, déjà. J'en ai jamais vraiment bu, que ce soit du vin, de l'alcool fort ou même des bières, tu vois. C'est le seul truc que je buvais socialement, parce que voilà, quand tu sors socialement, tu bois de l'alcool comme tout le monde. C'est de la bière au sirop, quoi. En fait, de plus en plus, c'est vraiment pas bon, quoi. Genre, nous souvent, tu sors d'une journée d'entraînement, parce que on s'entraîne tous les jours. Et là, normale, du coup. voilà, et là, tu te prends une pinte avec de l'alcool, du sucre, enfin Ça tout. bousille, quoi. Ah ouais, c'est vraiment pas bon. Pour le coup, là, la récup, elle est pas top, quoi. C'est pas tant que tu bousilles ce que t'as fait avant, mais c'est que tu capitalises pas forcément sur les prochains entraînements. Ok. Pour moi, forcément, c'est une solution, parce que j'aime bien le sucre. Je buvais pas mal de soda. Et de plus en plus, j'enlève ma consommation, j'abaisse ma consommation de sucre, quitte à presque ne plus trop manger de sucre dans la journée. Et c'est très difficile aujourd'hui. Parce que, si tu veux te faire plaisir après l'entraînement, t'as pas de choix. T'as soit des boissons alcoolisées, soit des boissons, des sodas. Et après, t'as des choses comme le kombucha, mais c'est hors de prix. Genre, la bouteille, elle est à 8 euros. Enfin, c'est pas accessible. Il y a très peu de choix. Et en fait, j'ai trouvé justement dans la bière, notamment sans alcool, t'as pas de sucre ou très peu, t'as pas d'alcool. En plus, c'est pétillant.
les boissons gazeuses, quoi. Et t'as le goût, un goût vraiment houblonné que j'aime bien, qui est très frais et qui est pas très fort. Et finalement, c'est vraiment pour moi le compromis, parce que du coup, je commençais à boire que de l'eau gazéifiée, ça t'apporte rien. Et en plus, du coup, dans la bière, et notamment la Gochoa, où t'as des électrolytes, etc. En fait, franchement, j'ai tout, quoi. Et en plus, elle est nutritive. Bon, en plus d'être bien minéralisée, elle est nutritive. Et du coup, rapidement, en fait, et sans mauvais apport. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur compromis, quoi. Ouais, pour moi, c'est positif, parce que justement, j'arrivais à un stade où justement j'essayais de réduire ma consommation de soda, toujours de trouver quelque chose qui était quand même goûteux, et où je me faisais plaisir. C'est ça l'important, c'est t'arrives de l'entraînement, t'as envie de régaler, quoi. T'as envie de et souvent on va se jeter sur des paquets de chips, sur du chocolat, sur des choses qui sont pas forcément bonnes. Et si on peut se régaler sur des choses qui t'apporte nutritivement, c'est le top. Et pour moi, le Gochoa, c'est parfait. Je crois en Gochoa parce qu'il y a un marché, clairement. J'en suis le premier convaincu, puisque j'ai été convaincu. Et du coup, je pense que j'ai quand même des goûts qui sont basiques, finalement. Donc, si ça me plaît, ça plaira à d'autres personnes. Et puis, c'est un jeune marché. Je vois qu'aux États-Unis, ça marche fort. En Allemagne, c'est pareil, ça marche très, très fort. Il y a de plus en plus de personnes qui essaient de bien manger, de s'entretenir dans la vie de tous les jours par le sport. Et Gochoa, c'est également un moyen pour ça, quoi. Le potentiel que je vois, je le vois vraiment en leader français de la bière sans alcool, et notamment pour les sportifs. Même, je pense que ça peut aller au-delà. Ça va être les personnes qui consomment pas d'alcool dans la vie de tous les jours, ou les personnes qui veulent diminuer leur consommation d'alcool, tout simplement, ou qui ont des problèmes de santé et qui aiment quand même le goût de la bière. Et je pense que ça a une réponse, en fait, aujourd'hui, par le biais de Gochoa. Une marque comme celle-ci, déjà, c'est de se battre contre la consommation d'alcool, tout simplement, parce que ça fait beaucoup de dégâts en France. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui deviennent alcooliques. Il y a trop de conséquences, en fait, qui sont négatives. Ça apporte pas grand-chose. Donc déjà, ça serait le premier combat de cette bière-là. Et puis après, on voit forcément que créer une bière sans alcool, tu produis beaucoup moins d'énergie que de créer une bière avec alcool. En fait, il y a que des avantages à boire, si on aime le goût du houblon, en tous les cas, de boire de la bière sans alcool plutôt que de la bière avec alcool. Je te remercie, hein, c'était un super moment. En tout cas, j'ai passé un super moment. Ouais, avec plaisir.